Monsieur Macron, alors ici au Parlement, vous essayez de renouer avec une vieille tradition. L'Europe, elle est née sur le charbon et l'acier. Oui. Et en fait, tous les pays européens se sont divisés autour de cette question. Et aujourd'hui, ils sont en train de le payer puisque à la fois les Indiens ont investi la sidérurgie européenne et les Chinois sont en train de la torpiller, c'est ça? Alors l'Europe, elle s'est construite sur l'acier. Elle a eu à gérer dans les années 80, les années 90, une transition qui a été très dure à gérer. Ouais. Le plan d'Avignon, vous vous rappelez, où on a traité nos surcapacités, on a vraiment recomposé le monde de l'acier européen pour le moderniser, on a fermé énormément. Et nous avons encore connu des crises, nous-mêmes dans notre pays, il y a plusieurs années, avec des rachats d'acteurs, ArcelorMittal. Ouais. Florange, oui. Ensuite, la crise de Florange. Et là, on est dans une situation qui est pour moi une situation économique et politique majeure. C'est-à-dire qu'on joue beaucoup à la fois notre relation à l'Europe et à l'économie de marché à travers cette affaire. Pourquoi? La sidérurgie, elle est présente dans des terres industrielles européennes, en France, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Allemagne, au Royaume-Uni, historique. Depuis des décennies, on a demandé à des femmes et des hommes, beaucoup des hommes, de faire des efforts. On leur a dit, là vous n'êtes plus productif, on n'a pas assez modernisé, donc on va devoir fermer. À d'autres, on a dit, il faut vous réorganiser, il va falloir travailler plus, différemment, plus de flexibilité, on les a reformés. Il y a eu beaucoup de tensions. On les a mis à la porte aussi. Ce que je disais, quand je dis on a fermé, ouais. Et donc, celles et ceux qui sont là, on leur a demandé beaucoup de sacrifices, il y a eu beaucoup de doutes. Pourquoi? Pour être compétitif dans un monde ouvert et avoir une sidérurgie européenne. Or aujourd'hui, qu'est-ce qu'il se passe? Nous sommes face à une politique qui ne respecte pas les règles du marché, qui est la politique d'acteurs chinois, qui viennent déverser leur surplus sur le marché européen en baissant les prix. Mais la Chine profite de notre faiblesse, non, de mais notre division. Non, alors on va y venir sur le déroulé, mais le cadre, il faut le reposer dans ces termes. On a demandé des efforts à nos concitoyens, à nos travailleurs, en leur disant c'est ça pour être fort dans la mondialisation. Ouais. Mais la mondialisation, elle a des règles. Il y a des règles de la liberté, y compris en matière économique. Et donc celui qui ne respecte pas les règles du jeu, on doit le contraindre, on doit le sanctionner. C'est ça les règles anti-dumping. Aujourd'hui, les Chinois représentent 50% de la production mondiale. Ça s'est complètement transformé en 20 ans. L'Europe, 11%. Et l'Europe, 11%. C'était seulement l'inverse il y a 20 ans. La Chine, elle a des surplus, parce que ça s'est ralenti, parce qu'il y a cette crise, qui équivalent à 2 ans de consommation européenne. Depuis 8 mois maintenant, ces surplus arrivent sur notre territoire et les prix ont baissé de 25 à 30%, parfois même 50% sur certains laminés, certaines catégories d'acier. Face à ça, nous devons nous défendre. Ce n'est pas du protectionnisme, c'est le respect des règles du jeu. On est dans un jeu ouvert. Cet acier, il a été subventionné bien souvent par l'État, il a été aidé, et maintenant, ils ne respectent pas les prix du marché, ils font du dumping, c'est-à-dire qu'ils cassent les prix en ayant bénéficié de ces aides. Donc là, l'Europe qui demande à ses concitoyens des efforts, l'Europe qui dit à ses concitoyens on doit réussir ensemble dans la mondialisation, elle doit protéger. Et c'est ça la clé, parce que sinon, mais ça c'est des mots encore. Comment vous faites? Mais vous venez voir les députés. C'est une argumentation, mais elle est fondamentale, parce que c'est pas du protectionnisme, c'est pas du romantisme facile, c'est de dire quand on a demandé des efforts pour se conformer à des règles, on doit les faire respecter par tout le monde. Je comprends votre logique. Et donc cette Europe, elle doit maintenant défendre son industrie, ses travailleurs, face aux Chinois. Alors, face à ça, qu'est-ce qu'on va faire ? Ça, c'est votre volonté. Excusez-moi. C'est pas la mienne. Hein. Non, mais c'est votre volonté politique. C'est une volonté. Aujourd'hui, c'est pour ça que vous êtes là, ici, au Parlement. On est d'accord. Donc, c'est un truc que vous faites depuis plusieurs semaines, d'ailleurs, depuis plusieurs mois. Maintenant, il y a un pays comme la Grande-Bretagne qui ne veut pas aller dans ce sens-là. Jusqu'à présent, ils se disent on veut garder les investissements chinois. Les Chinois investissent beaucoup plus aujourd'hui en Grande-Bretagne qu'en France. Non, c'est pas si vrai. Vous savez, peut-être pas en 2015, mais en 2014, absolument. Exactement. En 2015, parce les Chinois ont plus investi à Paris le club méditerranéen à 4,5 milliards qu'à Londres. Mais là-dessus, d'abord, qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on va faire? En novembre dernier, j'ai lancé l'initiative. On a mobilisé 11 autres États membres pour signer une lettre commune qu'on a envoyée à la présidence de l'Union et que nous avons envoyé à la Commission, en disant quoi? On doit réagir vite. Les Britanniques l'ont signé. Donc nous avons construit un accord. Non mais c'est très important. Ils l'ont signé. Qu'est-ce qu'on a dit? Parce qu'il faut être très précis, très concret. On a dit, quand il y a une telle pratique, la Commission peut se saisir d'elle-même. À droit constant, on ne change pas les règles du jeu. Utilisons toutes les règles du jeu. La Commission peut se saisir d'elle-même, parce que les sidérurgistes, la Chine, c'est aussi un marché pour eux. Donc ils ont peur. Souvent, ils ne font pas eux-mêmes le recours.
Donc c'est ce qu'on appelle justement la procédure ex officio. Deuxième chose, n'attendons pas d'avoir prouvé qu'il y a justement un dommage. Le risque, l'identification d'un préjudice possible suffit. C'est ce que font les Américains. Nous ne le faisons pas. Donc on prend 6 à 8 mois de procédure dans la vue parce que nous sommes trop lents. On a changé nos règles, on peut le faire. Et troisième chose, c'est la lenteur des procédures. Une fois qu'on a établi qu'il y avait un problème de dumping, qu'on a lancé justement l'enquête, avant de prendre la mesure, ça dure environ 9 mois. 9 mois. Ouais. Donc on a pris en début d'année des sanctions sur le laminé à froid, on a mis des tarifs de 20% sur le laminé à froid. Sur les taxes, oui. Des taxes en plus pour corriger, sur des procédures qu'on avait ouvertes au printemps 2015. Les Américains, ils sont à 200%. Attendez, les Américains en délai déjà, ils sont à 5 mois. Parfois, ils vont à 2 mois. Donc ça, c'est les 3 choses qu'on a demandées, très important. Et le pourcentage? À droit constant. Ça, c'est à droit constant, c'est vis-à-vis de la Commission. La Commission, elle a déjà avancé vers nous. Qu'est-ce qu'elle a fait? La commissaire Malmström a écrit aux Chinois en disant « Réglez-nous ce problème de surcapacité. Vous vous étiez engagé en G20, baissez. » Elle a écrit, ils ont commencé à réagir en s'engageant. Deuxième chose, la Commission, en mars dernier, a pris justement une recommandation. Je verrai la commissaire Bieńkowska, elle a été absolument clé dans cette affaire. Ils ont déjà baissé d'1 mois. Moi, je leur ai dit 1 mois, ce n'est pas suffisant, je vais leur redire. Il faut qu'on baisse de 4 mois. Moi, j'ai besoin d'avoir des décisions pour cet été. Vous voulez que ça aille plus vite, que ces sanctions soient plus rapides. Pas crédible. Combien, vous ? Je veux pouvoir faire comme les Américains quand c'est pertinent. Quand on doit aller vite et fort, il faut pouvoir y aller. Aujourd'hui, on a la règle du moindre droit, ce qu'on appelle en anglais le lesser duty rule. Les Britanniques, entre autres, restent attachés à cette règle. Je leur ai dit qu'ils n'étaient pas cohérents. Ils n'étaient pas cohérents. Et donc, il faut expliquer là-dessus à nos concitoyens, à nos travailleurs, mais c'est de la conviction, il ne faut pas faire de démagogie. Si on veut être efficace et si nous voulons nous faire respecter des Chinois, nous devons le faire sans nous diviser. Pourquoi? Mais si nous ne pourrons y arriver que si nous ne sommes pas divisés. Aujourd'hui, l'entreprise Tata menace de fermer en Grande-Bretagne 15 000 Elle va le faire ou elle va revendre. 45 000 emplois induits, donc 400 en France d'ailleurs. Et le gouvernement Cameron, il dit c'est du business. Ça n'est pas vrai. Pour l'instant, c'est ça qui est sorti pour l'instant. Mais je veux dire sur la Grande-Bretagne 2 choses. D'abord, ça n'est pas du business. C'est ça qu'ils disent. Quand des entreprises ne respectent pas le jeu du commerce mondial, parce qu'elles sont aidées par un gouvernement, qu'elles baissent les prix justement parce qu'il y a une... Mais Cameron dit on a besoin ça n'est pas la règle, ça n'est pas la loi du marché. Vous n'êtes pas d'accord avec lui. Mais c'est parce que c'est factuellement faux. Oui. Moi, je suis pour la liberté économique, mais elle respecte des règles. Là, on ne respecte pas les règles du marché. Donc je suis désolé, ça n'est pas respectueux des règles, donc il faut pouvoir réagir. Et la naïveté, ça n'est pas être pro-business. Là, c'est une forme de cynisme. La deuxième chose que je veux dire, c'est que j'entends dans le débat britannique certains qui disent on serait plus efficace si on sortait de l'Europe. Moi, je veux être très clair avec ceux qui disent ça. Si vous sortez de l'Europe, c'est un très bon cas. Vous ne pouvez plus résister aux Chinois. Parce qu'à ce moment-là, en effet, les Chinois sont un tel marché pour vous ou un tel acteur industriel pour vous que vous n'avez plus aucun moyen de résister. Et même s'ils ne respectent pas les règles, vous vous faites écraser. La Grande-Bretagne doit comprendre qu'elle a une force aujourd'hui inédite. Elle est dans l'Union européenne. Et nous aussi. Et qu'est-ce que c'est cette force? C'est que notre marché domestique, c'est un marché à 28 États membres. Ça n'est pas la France toute seule, ça n'est pas l'Allemagne toute seule, ça n'est pas la Grande-Bretagne toute seule. Si dans nos têtes, nous continuons à agir comme si nous étions 28 marchés, alors nous nions dans les faits ce qu'est l'Union européenne. Et en quelque sorte, nous décidons de ne pas être efficaces. Moi, je dis à celles et ceux qui aujourd'hui sont confrontés à ça, mais aussi à nos travailleurs, soyons européens jusqu'au bout. La Grande-Bretagne, elle est dans l'Europe. Elle doit avoir la même stratégie que les autres. Nous pouvons... Oui, mais ça, pour l'instant, c'est un débat de conviction. Ils attendent. Nous pouvons être crédibles face aux Chinois. Écoutez, les Américains... Je peux vous poser une question. Les Américains, ils sont pro-business, comme on dit. Oui. Ils mettent 300%. Pourquoi ils peuvent mettre 300% de tarifs? Les Américains, ils sont un pays. Parce que c'est un pays crédible qui a un marché domestique conséquent. Ils ont moins de dépendance avec la Chine. Mais c'est faux. Ils attendent moins d'investissements de la Chine. C'est faux. La Chine promet des investissements, notamment dans le plan Juncker. Mais écoutez, nous 10 milliards d'euros. Un grand marché. On peut avoir des représailles si on décide. Ça ne dépend que de nous. Ça ne dépend que de nous. Oui. L'Europe, l'Union européenne, c'est un marché domestique qui est plus grand que le marché domestique américain. C'est une politique commerciale commune. On ne parle pas de 28 politiques commerciales, c'est une politique commerciale commune. Donc nous avons la taille du marché domestique qui permet d'être crédible et nous avons la politique commerciale qui permet de refuser, qui permet d'être dur face aux Chinois. La question, c'est est-ce qu'on veut
de l'Europe ou pas. Elle est aussi simple que ça. Si chacun décide d'avoir une politique... On a du mal à vouloir l'Europe, parce qu'on se demande... Je ne crois pas que ce soit vrai. Vous verrez tout à l'heure, je serai avec des parlementaires... Les députés, ils ont envie... Mais oui, mais ils ont fait un rapport important. J'ai quand même convaincu 11 États membres sur ce premier volet. D'accord. Je suis convaincu que le Conseil européen sera aligné sur ce sujet et que la Commission européenne suivra. Ça, c'est les pays qui sont résistants. Il y a des sensibilités, mais je dis simplement, si on décide, en quelque sorte, d'avoir une stratégie non coopérative, de jouer cavalier seul, pour pouvoir tirer ses intérêts justement du marché chinois en pensant tailler des croupières aux autres, on fait une erreur stratégique majeure. Vous savez, on a fait un test en grandeur nature il y a quelques années sur le photovoltaïque. On n'a pas été fichus de se mettre d'accord. Les Allemands avaient leur part de responsabilité à l'époque. Moi, j'ai eu cette discussion avec mes homologues, j'étais dans d'autres fonctions. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est simple. Les Chinois ont éradiqué l'industrie du photovoltaïque en Europe. Aujourd'hui, on fait de la valeur ajoutée sur le photovoltaïque. Mais tout panneau photovoltaïque qu'on utilise, il est produit en Chine. On a réussi. Moi, je ne veux pas ça demain pour la sidérurgie européenne. Fin 2016, on va devoir décider si la Chine peut avoir le statut de pays d'économie de marché. L'Europe a dit qu'elle allait décider, les États-Unis sont contre, la Russie est pour, avec l'Australie. Visiblement, les Anglais sont d'accord, c'est un pays à économie de marché, les Allemands un peu moins, les pays du sud de l'Europe sont contre. Quelle est la position de la France? Est-ce que la Chine est un pays à économie de marché? Ça fait partie de la négociation qui a été entamée au moment... Vous ne pas me répondre. Si, je vais vous répondre, mais je vais vous répondre. Ce n'est pas un avis personnel que vous me demandez. C'est une position. C'est une position. Donc la position, elle va se construire dans les prochains mois. Elle n'est pas faite. Pour que d'ici la fin de l'année, elle soit prise. Maintenant, moi, je vais être très clair. Est-ce que ce qu'on voit sur l'acier aujourd'hui est une pratique d'économie de marché? Non. C'est factuel. Est-ce qu'on voit sur plusieurs marchés des pratiques d'économie de marché? Non. Il y a maintenant une procédure qui a été enclenchée il y a plusieurs années pour aller vers la reconnaissance de statut d'économie de marché. Moi, je souhaite que nous puissions avoir un débat instruit, ouvert, transparent sur ce sujet. C'est-à-dire, de regarder les faits. Est-ce que la Chine se comporte sur les différents segments a intérêt à avoir ce statut. Mais elle a intérêt, on a intérêt à regarder. Nous, donc on a un levier là, nous, c'est ça? On a un levier, mais surtout, on a besoin d'un débat démocratique et transparent. C'est ce qu'on doit à nos concitoyens, ce que nous devons à nous-mêmes. Donc on doit regarder quelle est la réalité secteur par secteur, quels sont les impacts sur l'emploi, sur l'industrie, sur la recherche, et regarder quelle est la pertinence et l'importance du marché chinois pour nous. Il faut le faire de manière globale, transparente, et débattu. Je crois que c'est un sujet qui ne peut pas se régler en catimini, dans des bureaux, parce qu'à un moment, on a accepté pour tel ou tel intérêt que ce serait comme ça. Donc pour moi, il n'y a pas de caractère d'automaticité, il y a une responsabilité d'un débat construit. Emmanuel Macron, on a l'impression que l'Europe, c'est des bons sentiments et qu'on n'arrive pas à décider, qu'on est mou en fait par rapport à d'autres pays qui sont plus puissants, qui sont forts, je dirais, pas peu puissants économiquement, cette perception mais que vous avez faibles vous exprimez là, dans la décision. Mais je ne pense pas que... Je dirais les choses un peu différemment. Vous avez raison, quand vous êtes face à des pays unifiés, des pays continents, la Chine ou les États-Unis, notre problème, c'est le coût de coordination. Pas ce que j'appellerais de la mollesse, c'est de la complexité à gérer. Oui. C'est de la complexité à gérer. Ça se termine avec de l'indécision. Non, mais la clé de tout ça, c'est quoi? C'est de continuer à construire une intégration volontariste où, de manière transparente, démocratique, sur les sujets clés, on arrive à se mettre d'accord et à construire les instruments pour faire ensemble. On l'a très bien fait sur la politique monétaire. C'est imparfait sur la politique budgétaire et économique, mais on a avancé. Sur le social, on n'a pas fait. Sur les sujets clés. Non, mon souhait, c'est qu'on puisse le faire sur l'énergie, sur le numérique, le digital, sur ces sujets clés. Nous devons continuer à avancer. Et c'est-à-dire, mais ça, qu'est-ce que c'est? C'est une volonté politique dans les pays pour pouvoir avancer et en quelque sorte faire le saut d'intégration, de transfert qui va avec. Est-ce qu'il ne faut pas resserrer l'Europe? Mais ça veut dire que le statu quo... Les Italiens disent qu'il faut resserrer l'Europe, il faut regrouper l'Europe autour des 6 fondateurs. Écoutez, il ne faut pas définir un cercle pour exclure les autres ab initio. Voilà, non, mais ce qu'il faut faire, moi je n'ai même pas ces états d'âme-là, ce qu'il faut c'est qu'à quelques-uns, je n'en sais pas le nombre, toutes les bonnes volontés doivent pouvoir se joindre. Mais c'est qu'à quelques-uns, on soit en capacité de proposer plus. Cette Europe, elle a besoin de plus d'intégration. Je pense que l'Europe, elle a besoin de retrouver son rêve de puissance économique, de puissance industrielle, de puissance de souveraineté militaire et diplomatique. On est dans l'angoisse. Et donc face à ça, mais qu'ont fait les pères fondateurs?
qu'ont fait les pères fondateurs? Oui, mais ils ont fait de la paix, c'est fait. Non, ils ont construit sur une paix qui était encore incertaine, une volonté d'action commune à quelques-uns, et elle a créé une telle force centripète que les autres se sont agrégés. Aujourd'hui, nous sommes dans la peur, en quelque sorte, de déséquilibrer telle ou telle partie de l'Europe. Qu'est-ce qui se passe? Bilan des courses. On parle de Grexit, de Brexit, et donc les forces centrifuges reprennent le dessus. Aujourd'hui, nous devons, sur un projet, porté par quelques-uns et qu'importe le nombre, bâtir cette volonté de retrouver le rêve européen, une Europe de puissance. Sur les sujets économiques, les sujets financiers, fiscaux, numériques, énergétiques, militaires et diplomatiques. Je pense que le cœur d'Europe est là. Vous avez oublié le social. Hein. Et je pense que sur le social, ça va avec la vision que nous avons de l'Europe économique et monétaire. Je l'ai dit à plusieurs reprises, elle doit se bâtir sur une capacité budgétaire commune, dont d'ailleurs les capacités d'avoir une allocation chômage commune. Ça se fera dans le temps. Mais si je vous mets le social, les divergences étant encore plus fortes que sur les autres sujets, je prends encore 10 ans. Le social doit faire partie de cet agenda, mais on a un agenda crédible à 5-10 ans. Mais construisons-le maintenant pour qu'il fasse partie du débat démocratique que dans plusieurs pays, la France, l'Allemagne, au premier chef, auront en 2017. Je pense que l'Europe, c'est un impératif d'action aujourd'hui. Ça ne doit pas être une belle idée. Juste, vous venez de créer votre mouvement politique, En Marche. C'est pas que vous, hein, c'est des jeunes, on en a rencontré d'ailleurs un aujourd'hui qui est venu vous voir. Pourquoi pas droite? Pourquoi pas gauche? Qu'est-ce qui n'est pas bien dans la gauche? Non, c'est pas qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien. Parce que vous dites, je suis ni de droite ni de gauche. Enfin, le mouvement n'est ni de droite ni de gauche. Il est et de droite et de gauche, si vous préférez. Non, ça c'est pas ce que vous avez dit. Hein. Je me suis exprimé très clairement, de manière très détaillée, et au-delà des formules dans lesquelles on a voulu Qu'est-ce qui n'est pas bien dans la gauche? Mais c'est pas moi, je n'ai pas à juger. Parce que vous dites que vous êtes de gauche. Je dis que moi, je viens de la gauche, c'est mon histoire, c'est mon engagement. Mais vous n'êtes pas de gauche. Vous venez de la gauche. Je viens de la gauche, je suis de gauche. On est toujours assis quelque part. Oui. Mais quand on veut se mettre en mouvement... En marche, vous pourriez aller à droite alors? Non, ce que je suis en train de dire, c'est que ce que nous devons faire, c'est construire une action commune pour le pays. Moi, j'ai observé dans la loi que j'ai portée qu'une partie des choses que je proposais, qui étaient à mes yeux authentiquement de gauche, elles donnaient des libertés d'accès, elles ouvraient notre économie, étaient considérées par d'autres personnes de gauche comme ne l'étant pas. Pourquoi? Parce que ce n'était pas la promesse qu'on leur avait faite. La gauche s'était déportée en quelque sorte. Et des personnes de droite qui me disaient, à titre personnel, je pourrais la voter, ne voulaient pas faire ce chemin en disant les accords électoraux, la logique de mon parti ne me permet pas de le faire. Je dis simplement qu'aujourd'hui, la droite et la gauche, c'est en quelque sorte séparé par une ligne Maginot qui est devenue obsolète. Quels sont les sujets qu'aujourd'hui notre pays a affrontés? Le sujet de la société du travail. Qu'est-ce que c'est le travail demain? Le travail de demain, ce ne sera pas celui d'hier. Ça veut dire qu'est-ce que c'est l'accès à l'emploi, à la formation, au bien-être au travail, qui est un sujet fondamental. Bon, comment ça marche? Comment on forme tout au long de la vie? Comment on construit justement ce nouvel espace? Qu'est-ce que c'est le rapport entre la liberté et la justice? Est-ce que c'est l'égalitarisme? La liberté du marché absolu? Je ne crois pas. C'est plus de liberté économique, sociale et politique qui permet de nouveaux accès, qui reconstruit en quelque sorte une égale opportunité, mais qui n'est pas l'égalitarisme à tout craint, mais qui n'est pas pour autant la loi du plus fort. Qu'est-ce que c'est que notre rapport à l'Europe? Cette Europe puissance, plus d'intégration, aller de l'avant. Je prends juste ces 3 sujets. Oui. Ces 3 sujets, ils ne construisent un consensus ni à gauche ni à droite. Sur ces 3 sujets, la droite comme la gauche sont divisés. Ces 3 sujets, ils construisent pour moi la base de ce que j'appelle un progressisme. Et donc, à mes yeux, le vrai clivage dans notre pays, comme dans beaucoup de sociétés européennes, il est entre les progressistes et les conservateurs. C'est ce clivage que je veux rebâtir maintenant. Et je ne veux pas attendre 2017. Sinon, qu'est-ce qu'on fera? On va reproduire nos clivages pour la prochaine élection. Et la gauche ira faire ses primaires, qui iront se construire à gauche. Et elle choisira un candidat. La droite ira faire ses primaires et elle fera de même. Le mouvement a déjà commencé. Et l'extrême droite, vous l'oubliez pas. Et l'extrême droite, elle sera dans ce jeu. Ouais. Et puis ensuite, parce que c'est dans cette géographie qu'on est en train de s'installer, le candidat de gauche ou de droite qui arrivera premier ou deuxième du premier tour, qui aura vraisemblablement, si j'en crois les sondages aujourd'hui, affaire au Front National, dira « je dois reconstruire ». Et il ira chercher les bonnes volontés dans un rafistolage final. Ça, c'est insupportable pour les gens, parce que c'est ce qui renforce chaque jour le Front National, qui leur dit « vous voyez bien, ces gens-là vous mentent ». Moi, je ne mens pas aux gens. Je dis ce que je pense. Je le dis depuis le début. Moi, je suis de gauche, c'est mon histoire. Mais la gauche, aujourd'hui, ne me satisfait pas. Je veux pouvoir construire une action commune avec toutes les bonnes volontés qui croient à ce progressisme pour le pays.
Vous voyez souvent votre homologue, Sigmar Gabriel, allemand, oui. Ministre SPD de Mme Merkel, qui elle est CDU, donc il y a la droite et la gauche au pouvoir. Vous rêvez de ça, vous discutez, vous vous dites, en fait ça marche bien, une cohabitation. C'est très différent. Ouais. Mais ils sont plus malins que nous. Non, ils ne sont pas plus malins. Ils ont un régime qui est très différent, qui est aussi. Ils s'écoutent plus, on dirait, les Allemands. Oui, parce que c'est un régime parlementaire. Oui, mais vous savez, nous, on n'a pas su faire vivre un régime parlementaire. C'était la 4e et la 3e, à certains égards, encore pire. Bon. Donc, ils ont un régime parlementaire, donc ils peuvent faire des grandes coalitions parce qu'ils regroupent des parlementaires de sensibilités différentes. Nous avons un régime présidentiel. Donc, institutionnellement, ça ne peut pas marcher de la même façon. Donc, institutionnellement, c'est dans le temps présidentiel que cette offre politique nouvelle doit se construire si on veut qu'elle soit active rapidement. Donc, on n'a rien à apprendre on a à apprendre de cette capacité à construire du consensus dans le dialogue. Et ça, j'en parle souvent, entre autres, avec Sigmar Gabriel. Mais on ne peut pas répliquer leur mode de fonctionnement parce que nos institutions sont autres. D'accord. Moi, je vais vous laisser quelques instants dans le cadre. Là, mettez-vous au centre, Monsieur le Ministre, Monsieur Emmanuel Macron. Oui. Voilà, vous êtes tout seul. Je vais vous laisser, vous regardez cette caméra et vous parlez aux Européens. Et vous voulez, vous leur parlez, c'est direct là. Là, du coup, c'est un discours là. Vous avez quelques secondes. Hein. Très bien. Alors, bonjour à toutes et tous. Je pense que nous sommes dans une période qui est critique pour l'Europe, qui est vitale, qui consiste à savoir si nous avons encore de l'ambition pour notre histoire collective. Moi, j'y crois très profondément. Je pense que pour nos affaires communes, pour réussir justement dans le monde, pour défendre nos valeurs, nos préférences collectives, on a besoin de plus d'Europe, c'est-à-dire d'intégrer, de passer un nouveau cap. C'est ce qu'on doit construire dans l'année qui vient pour que nos peuples, en particulier en 2017, je pense à la France, l'Allemagne et plusieurs autres pays de l'Union européenne, nous puissions en débattre. Il y a eu la génération des fondateurs de l'Europe. Il y a eu la génération des gestionnaires. Notre génération, elle est face à un dilemme. Soit d'être les fossoyeurs de l'Europe, si elle veut continuer à gérer comme cela, soit de la refonder. Moi, ce que j'attends de vous tous, c'est qu'on puisse la refonder dans le débat, dans la transparence, dans l'initiative, et c'est maintenant.